Je le dis au sommaire, le premier coup des sifflets du mondial 2026 attendu tout à l'heure, ce soir au Mexique. Le pays hôte, le Mexique, va affronter l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture. Au total, 48 pays sont engagés dans cette compétition. C'est une première et 10 équipes africaines sont en lice pendant 5 semaines de la compétition. 104 rencontres attendues, un record pour cette Coupe du Monde XXL voulu par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les supporters congolais, parmi le grand absent de ces mondiales, ils sont privés de la Coupe du Monde. Les restrictions mises en place en raison de l'épidémie d'Ebola en RDC ont empêché de nombreux supporters congolais de se rendre directement aux États-Unis. Une décision qui fâche et suscite de la colère en RDC. Juste après cet élément, le journal sera en continu avec Rigen Shindano. Suivant. À quelques jours des grandes échéances sportives avec le Mondial 2026, la sélection nationale de la RDC fait face à un contexte particulier marqué par la 17e épidémie à virus Ebola et les mesures restrictives adoptées par certains pays. Restrictions de voyage, limitations pour les supporters et inquiétudes autour des déplacements internationaux, voilà qui alimente les débats au sein de l'opinion. Malgré ces contraintes, plusieurs observateurs estiment que le sport doit demeurer un facteur de rassemblement et de dépassement de soi en dépit de l'absence de nombreux supporters, qui peut avoir un impact sur l'ambiance autour de l'équipe, la détermination des joueurs, du staff technique, mais aussi de l'ensemble des Congolais reste intact. À l'heure où les léopards poursuivent leur préparation, les regards sont tournés vers leur capacité de rester concentrés sur les objectifs sportifs à atteindre, c'est en dépit des circonstances sanitaires exceptionnelles. À l'approche du match du 17-6, notre pronostic reste ambitieux. Le staff a corrigé les détails du dernier match. On vise rien que les 3 points. Je profite aussi pour encourager nos joueurs, malgré les conditions, ils gardent la concentration et la discipline. Moi, je vous encourage. Écoutez, déjà, tel que vous l'avez démontré, c'était un parcours de combattant, cher Léopard. Allez de l'avant, faites-nous rêver seulement. 52 ans après, nous revenons sur la scène mondiale. Disons juste à nos léopards de ne pas s'en soucier, nous sommes ensemble. Nous leur soutenons fermement dans nos prières, nos encouragements et nous croyons fermement. Au-delà de ces obstacles, c'est désormais sur le terrain que les léopards sont attendus pour démontrer leur résilience tranchée en faveur du pays et porter haut les couleurs de la RDC. Coup dur pour nos supporters, mais la fête sera assurée sur nos antennes. Et poursuivons ce journal avec un autre chapitre. 4 nouveaux accords viennent de sceller la coopération bilatérale entre la RDC et la République d'Arabe d'Égypte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu hier au Caire, dans la capitale égyptienne, par son homologue Abdel Fattah al-Sisi, Giscard Koussema et Rifin Ngombele. Depuis les premières heures de leur indépendance nationale, la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte ont tissé une coopération bilatérale solide dans plusieurs domaines. À travers cette visite officielle aux allures d'une visite d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont voulu porter cette collaboration à un haut niveau stratégique en élargissant les domaines de collaboration. Au cours de leur échange en tête-à-tête, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état des relations entre leurs pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans plusieurs domaines prioritaires, à savoir les consultations politiques et diplomatiques, la santé, le développement urbain et la gestion des villes, ainsi que les relations bilatérales d'investissement. Des accords et mémorandums d'entente ont été signés dans chacun de ces domaines. Honorables invités, j'ai mené avec mon frère Tshisekedi des pourparlers bilatéraux fructueux qui ont reflété notre volonté politique commune en vue de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays dans les divers domaines, de nature à exploiter au mieux nos potentiels au service des intérêts de nos deux peuples frères. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la convergence de vues entre lui et son homologue égyptien sur plusieurs sujets. Il a salué le geste de solidarité de l'Égypte dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. J'ai également exprimé au président Abdel Fattah al-Sisi
La reconnaissance du peuple congolais pour l'assistance récemment apportée par l'Égypte dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ce geste de solidarité, dans un moment de vigilance sanitaire, témoigne de la profondeur de notre amitié et de la réalité d'une fraternité africaine active, concrète et responsable. Je forme le vœu que l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte continue à se consolider au service de nos peuples, de notre continent et de la paix dans le monde. Je vous remercie. D'autres MOU sont sous étude entre les experts des deux parties. Jamais l'axe Kinshasa-Leker n'a obtenu pareil résultat politique. C'est pour la deuxième fois en moins d'une année que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont eu des entretiens de haut niveau, ici même au Caire en Égypte. L'économie congolaise fait preuve d'une résilience exceptionnelle. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka hier à la primature. Emmanuel Commissaire et Djokou consigne ce reportage. La République démocratique du Congo affiche une économie qui résiste aux turbulences. À la primature, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion du comité de conjoncture économique qui constate la stabilité des prix et du taux de change malgré l'insécurité dans l'Est et l'incertitude internationale. Malgré la situation sécuritaire difficile dans la partie Est du pays, malgré les incertitudes dans l'environnement international, l'économie congolaise est restée résiliente. Vous aurez noté cette stabilité et des prix dans l'ensemble, mais également la stabilité sur le plan monétaire. Le taux de change est resté relativement stable pour plusieurs mois déjà. Pour renforcer cette résilience, le gouvernement mise sur des investissements accrus dans la production agricole locale. Le comité de conjoncture économique a pris l'option de rester prudent parce que ce qui se passe à l'extérieur du pays va certainement nous affecter. On a déjà quelques signes qui montrent que nous avons besoin de mieux renforcer la résilience de notre économie et cela passe notamment par des investissements conséquents dans la production agricole locale pour mieux faire face aux incertitudes de l'environnement économique international. Le comité salue également la bonne résistance du pays aux tensions sur le marché pétrolier et annonce que la première tranche des 650 millions de dollars issus des eurobonds financera plusieurs projets dès l'exercice budgétaire 2026. Le réseau panafricain d'audit et des conseils financiers Heritage est implanté en RDC. Il a officiellement pris les relais pour garantir la continuité des services d'audit, de gouvernance et d'intégrité financière. Cédric Nina sur les images de Igo Manzango. Coup d'accélérateur pour l'économie congolaise. Les réseaux panafricains Heritage débarquent officiellement en RDC avec une ambition claire, structurer, formaliser et sécuriser les entreprises dans un marché encore largement dominé par l'informel. Son objectif central, accompagner les entreprises vers la formalisation, améliorer leur compétitivité et contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Un des défis et une des ambitions que nous avons au niveau d'Heritage, c'est vraiment de contribuer à la structuration de nos marchés, les marchés africains, et aussi à leur transformation. Donc pour y arriver, il faut de la formation, il faut de l'information, et il faut encore plus former des talents qui sont capables d'apporter ces solutions, des solutions adaptées, spécifiques à nos marchés, à nos entreprises, et pour qu'elles justement elles puissent prendre le train de la formalisation. Au-delà du conseil, les cabinets entendent aussi jouer un rôle d'interface entre les entreprises et les institutions publiques. Les défis, c'est de voir le plus d'acteurs possible émerger vers le secteur formel pour pouvoir créer de la richesse et permettre aux autorités de pouvoir justement investir ces ressources dans l'économie réelle. Donc vraiment, en tant qu'acteur, en tant que partenaire, notre ambition, c'est de pouvoir justement être ce relais, c'est ce trait d'union entre les institutions publiques, les autorités publiques
et le monde économique dans tous les sens pour permettre justement à chacun de pouvoir s'arrimer à l'évolution et à la transformation de l'économie congolaise. Présent à Kinshasa et à Lubumbashi, Heritage affiche son ambition, devenir un partenaire stratégique incontournable de la modernisation de l'économie congolaise. C'est un coup de pouce pour les entrepreneurs locaux. L'autorité de régulation des marchés publics va désormais octroyer des marchés aux entreprises locales. Question de booster l'emploi en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le directeur général Claude Kayembe. Chimène Dondo a signé ce reportage. L'éradication du chômage sur le sol congolais demeure à ces jours une préoccupation du gouvernement central. Cette question a mobilisé l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise et l'autorité de régulation de marchés publics. Ces deux structures étatiques, à travers leurs responsables, ont réfléchi et trouvé de solutions durables pour que les entrepreneurs congolais, longtemps marginalisés, accèdent aux marchés publics, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de services administratifs. Le chef de l'État veut créer des millionnaires congolais. Et nous avons vu que c'est possible et le marché public est un grand levier qui peut nous aider à y parvenir. Si nous sommes venus à l'ARMP, c'est parce que c'est l'ARMP qui est l'autorité de régulation des marchés publics. Donc on ne pouvait pas aller ailleurs. C'est ici qu'on peut trouver des solutions techniques. Et donc aujourd'hui, nous avons identifié les leviers que l'ARMP peut activer. Cela s'est conclu par la décision de mettre en place une équipe technique qui va travailler et qui va proposer justement au DG des décisions ou des directives à prendre. Le directeur général de la PROSEM et son collègue de l'ARMP, Claude Kayembe, désormais déterminés à travailler ensemble. C'est là dans le but de créer un véritable mécanisme d'accompagnement de jeunes entrepreneurs afin qu'ils accèdent au marché public et deviennent un levier stratégique de création d'emplois et de richesses en RDC. L'insertion sociale des ex-miliciens Mobondo a été abordée lors d'un échange entre le ministre d'État en charge d'agriculture Moïndo Nzangi et le ministre délégué à la Défense Eliezer Tambouele. Précision dans ce reportage de Serge Merlemata. C'est dans le cadre du programme de réinsertion sociale des ex-miliciens Mobondo que le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etambe Pochi, a échangé avec le ministre d'État chargé de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi. Au cours de cette rencontre, ces deux membres du gouvernement ont relevé la nécessité de travailler pour la mise en place d'un projet commun et ce, avec de nouvelles opportunités en faveur des anciens miliciens Mobondo. À l'issue de leurs échanges, le ministre d'État chargé de l'agriculture, Moïndo Nzangi, a loué les efforts déployés par son collègue et les Etambe Pochi pour la pacification des Gambandundu. Tout en saluant l'excellent travail abattu, Moïndo Nzangi a rappelé les soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etambe Pochi, a mis un accent particulier sur l'engagement manifesté avec son collègue pour la rédaction des notes d'information conjointes à soumettre au prochain Conseil des ministres. Ces projets prendra en compte toute la zone pacifiée. Le fonctionnement des institutions est complémentariste. C'est comme un jeu d'équipe et que chacun va se mettre. Celui qui a l'agriculture va nous aider à réinsérer ceux qui sont sortis de la brousse, aiment travailler, cette fois-ci pas avec les armes, mais avec la houe et le machette. Ces deux anciens parlementaires, aujourd'hui membres du gouvernement, ont ainsi marqué leur détermination à matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ils ont fui les combats. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, appellent les ressortissants de sa province à regagner leur domicile. C'était au cours d'une rencontre avec le notable de l'Ituri à Kinshasa, Yvette Makotima. L'Ituri veut tourner la page de l'insécurité et écrire celle de la reconstruction. À Kinshasa, la communauté iturienne a rendu un vibrant hommage au nouveau gouverneur militaire, le général-major Gabi Kasongo Mulumba Batoka, lors d'une grande rencontre et d'échange consacrée à l'avenir de la province. Profitant de cette tribune, le numéro 1 de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba Batoka, a lancé un appel solennel aux Ituriens contraints de quitter leur terre natale à y retourner pour participer à son développement.
Je demande à tous ceux qui ont fui Ituri de revenir. Revenez, travaillons ensemble en faveur de la paix. Revenez, travaillons ensemble pour sensibiliser la population sur la contamination des maladies à virus Ebola. Un message accueilli avec enthousiasme par les notables, députés et membres de la diaspora itourienne. Vraiment apprécié l'appel du nouveau gouverneur adressé à tous les frères de l'Ituri qui sont aujourd'hui dans les pays voisins. Nous avons pensé que nous puissions lui communiquer un certain nombre de nos attentes et que nous puissions lui apporter notre soutien pour la grande mission qu'il doit aller accomplir chez nous. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner les efforts de paix et de reconstruction de la province. Un climat de confiance entre les populations et les services de sécurité. Paul Institute a organisé une session axée sur le vivre ensemble dans la localité de Bahema Bakuku, dans les territoires de Djougou, province de l'Ituri. Suivez ces reportages. Mini-dialogue civilo-militaire, les autorités militaires et acteurs de la paix se réunissent à Iga-Barrière, dans la chefferie de Bahema Bagourou, en territoire de Djougou. Objectif, renforcer la cohésion sociale et restaurer la confiance entre les populations et les forces de sécurité. Ce sont les communautés Ema et Lendou qui étaient au rendez-vous de cette rencontre organisée par Paul Institute avec l'appui financier de l'Union européenne. Selon Emmanuel Batué-Kibassia, chef de projet soutien à la médiation pour la paix et résilience à l'est de la RDC de Paul Institute, cette activité vise à favoriser un climat de confiance et de paix durable entre les forces de sécurité et les communautés. Ce sont des communautés qui sont sœurs et elles sont obligées de vivre ensemble. Mais le constat aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées déjà. La participation des différentes composantes de la société permettra de dégager des pistes et des solutions adaptées aux réalités locales, estiment les organisateurs. Pour Jean-Claude Nkadjo, le président de l'association culturelle NTMA, la collaboration entre la population et les FARDC demeure essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Claude Mateso Mbuchu, président de la communauté Lendou, attend de cette activité la cessation immédiate des hostilités. Nous attendrons aussi la relation civilo-militaire. Un mécanisme de suivi devrait être mis en place pour accompagner la mise en œuvre des engagements qui seront pris à l'issue de ces travaux. Katani Kade et Rougigi, F. Bazaïba Massoudi, ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, a acheminé les dons gouvernementaux à Garmakala, dans la périphérie de Kalemi, province de Tanganyika. Regardez. Dans ce geste de solidarité, plus de 3000 ménages ont bénéficié de vivres et non-vivres, soit près de 6000 personnes réparties dans 2 sites de Katani Kade et Rougigi. Cependant, parmi les déplacés, il y a les femmes enceintes, les handicapés. Et certains ont dû faire des mois de route à pied pour atteindre ce site. Et d'autres se livrent dans des commerces de fortune pour pouvoir vivre. Alors, ici, il y a également un autre besoin qui s'impose, c'est celui des écoles pour l'instruction des enfants. Depuis Rougigi et Katani Kade, Rigen Shindano, Junior Louyeye pour la RTNC. Nous y reviendrons, c'était un autre élément, nous y reviendrons dans les plus prochaines éditions. Alors, la direction générale de la SNEL et 13 directeurs de département viennent de signer un contrat de performance. Teddy Luamba a rassuré sur l'amélioration des dessertes en énergie électrique durant cette période de la Coupe du Monde. Yvette Makoutima. La SNEL SA entre dans une gouvernance fondée sur la rigueur, l'évaluation et la culture du résultat. Face au cadre de l'entreprise, le directeur général de la SNEL SA, le professeur Teddy Luamba Mouba, a signé des contrats de performance avec les 13 directeurs départementaux. Objectif affiché, améliorer l'accès à l'électricité conformément aux ambitions du gouvernement à l'horizon 2030. Chaque département est désormais soumis à des indicateurs précis et à un suivi permanent de la hiérarchie. Aujourd'hui, ça veut dire que tout ce que nous avons comme collaborateurs sont actuellement face à un plan où ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes et ça sera fait de manière coordonnée, projetée et nous sommes allés dans une gestion focalisée sur les résultats. C'est ce à quoi ils sont tenus et ils seront redevables de leurs actes.
À l'approche des grands rendez-vous sportifs internationaux, la question de la stabilité du courant reste centrale. La SNEL veille et elle va faire un déploiement stratégique de grande envergure, ça veut dire satisfaire sa clientèle, donner la disponibilité de cette énergie pour que la satisfaction de nos populations 52 ans après, la SNEL est au rendez-vous pour que notre clientèle puisse être de plus en plus satisfaite de cette action. Nous allons accompagner la Coupe du Monde. Avec cette réforme, la SNEL SA veut tourner la page de pratiques anciennes et imposer une nouvelle discipline de gestion axée sur la performance et la redevabilité. La révision constitutionnelle, on en parle, mais cette fois-ci avec une plainte déposée à la Cour de cassation contre les leaders de l'opposition politique. Une initiative portée par Maître Dolly Mbanza Wamwanza, président de la nouvelle génération du Congo, Nojek. Rodé Panda signe ce reportage. Ça évolue en toute vitesse. Aussitôt annoncé par Maître Dolly Mbanza Wamwanza, président de la formation politique de la nouvelle génération du Congo Nojek, ce lundi 8 juin 2026, en compagnie de leur avocat conseil, la plainte contre les leaders de l'opposition a été déposée à la Cour de cassation comme prévu. Qu'est-ce que la Nojek reproche au chef de l'opposition, Maître Mwanza, et son avocat conseil expliquent. Nous venons de déposer notre plainte au niveau de la Cour de cassation. Nous avons été reçus par nos amis de l'administration et bientôt là, il y aura une procédure qui interpellera tout celui cité dans les dossiers. La politique que nous voulons mettre en place dans ce grand pays qui est le Congo doit être une politique contributive. Ça ne peut pas être une politique destructive. Nous avons déposé notre plainte afin que la justice soit valablement faite quant à ça. Une promesse a été faite. Aujourd'hui, on est venu concrétiser, réaliser cette promesse en déposant la plainte. Je crois qu'au moment opportun, la population congolaise saura l'avancement de cette procédure qui venait d'être déclenchée devant cette cour. Bénéficiaires de la nouvelle ordonnance présidentielle, les nouveaux mandataires de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM ont pris possession de leurs nouveaux fauteuils au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec le comité sortant, Eric Kabamba. Autour de la table, ces nouveaux animateurs de l'OGFREM se réunissent pour la toute première fois pour passer en revue la situation actuelle de l'entreprise et réfléchir aux perspectives devant permettre d'atteindre les objectifs assignés par le pouvoir public. Les échanges ont notamment porté sur les défis à relever pour améliorer les performances de l'établissement. Juste après cette réunion, place à la cérémonie de remise-reprise entre l'équipe sortante et la nouvelle direction. Présidée par le secrétaire général au transport, la cérémonie a été marquée par la remise au nouveau directeur général, Olivier Chibola Mukuma, de symboles et un signe de commandement. Moment symbolique également avec l'échange des signataires entre le nouveau directeur général et son prédécesseur, l'actuel directeur général adjoint qui a assumé l'intérim à la tête de l'entreprise. Prenant la parole, Olivier Chibola a axé son mandat autour de 4 points. Ma profonde gratitude s'adresse à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée à ma personne. Cette confiance constitue à la fois un honneur et une responsabilité dont je mesure pleinement la portée. Les principes qui guideront mon action à la tête de l'OGFREM pendant mon mandat, je retiendrai 4 valeurs fondamentales. Le respect, la cohésion, l'intégrité. Et la 4e valeur, la gestion axée sur les résultats. Le nouveau comité a désormais la lourde tâche de moderniser la gestion du fret et d'améliorer la compétitivité du corridor congolais. Un protocole d'accord vient d'être signé pour une meilleure urbanisation de la ville capitale Kinshasa. Suivez ces reportages. En mission officielle au cœur, en Égypte, le coordonnateur principal de CSSP-EVK, Thierry Katembouimbala, accompagné du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guissaro, ainsi que d'une équipe d'experts techniques, a procédé ce mardi 9 juin 2026 à la signature de 2 protocoles d'accord avec le groupe égyptien Arabe Contractor. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette entreprise de renommée internationale
sous la conduite de son président-directeur général, Ahmed El Assar. Les premiers protocoles concernent la construction du musée national de Renaissance à Kinshasa. Cette infrastructure culturelle d'envergure vise à valoriser l'histoire, l'identité et le patrimoine de la RDC. Le second protocole porte sur le développement du projet de mobilité fluviale urbaine. Celui-ci prévoit la liaison entre cette ville de Kinshasa et la commune de Maluku. Le projet comprend notamment la construction d'un chantier naval moderne ainsi que la fabrication de la mise en service de bus fluviaux destinés à faciliter le déplacement vers Kinshasa, Kiamona. Présente en République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie, Arab Contractor s'est illustré dans plusieurs projets majeurs d'infrastructures, notamment le route Kananga-Kamwisha, Bachamba-Chikapa, et à la réalisation de l'un des plus importants barrages hydroélectriques du continent africain, à Tanzanie. Plusieurs chantiers routiers ont été inspectés par l'Initiative pour le développement du Kivu. Objectif, évaluer la progression des travaux. Suivez. D'après le président de l'IDIC, Kakule Munzenda Benjamin, l'enjeu principal réside dans l'optimisation des ressources financières face à la multiplicité des chantiers. La taxe doit se traduire par le développement concret d'utile. Oui, vous savez, on a une grande vision. C'est pourquoi peut-être il y a aussi beaucoup de chantiers, mais la raison de notre descente sur le terrain, c'est de constater réellement qu'est-ce qui se fait par rapport aux moyens que nous avons. Et après cette inspection-là et l'évaluation, nous allons tirer conclusion pour voir quel chantier nous pouvons suspendre et quel chantier nous pouvons prioriser pour que les moyens que nous avons puissent nous aider à concrétiser et matérialiser et finir directement. Sur l'avenue des Écoles et l'avenue Semouleki, à proximité immédiate du monument Kataliko, la délégation de l'IDIC a constaté le déploiement technique de l'entreprise Prémudis. Par ailleurs, elle a tour à tour visité les ouvrages à construction, dont les ponts Moussenzera et Kalouhite, exécutés par les entreprises JF Business et Conco Build, les routes Ruenda, Matokeo et Mutsanga, exécutées respectivement par Gerison Construction, l'établissement Maembe et Viva Construction. De ce côté, Eugène Kakule Matembela, président de la CAD, a partagé des perspectives encourageantes concernant l'axe de l'aérodrome de Ruenda. Effectivement, en nous retrouvant ici, c'est pour rassurer la population qu'on regarde le niveau d'avancement des travaux. Nous avons l'espoir qu'au courant de cette année, nous aurons droit à 1 kilomètre témoin qui sera asphalté. Signalons que cette inspection arrive après la première étape franchie à Beni. L'IDIC réaffirme son soutien efficace à la vision de développement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, impulsé par les gouverneurs du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste. C'est une contribution à la théorie du multipartisme rationalisé en droit constitutionnel congolais. Un livre sorti tout droit des entrailles de l'université de Kinshasa vient enrichir les milliers scientifiques congolais. Suivez. Les partis politiques et la construction de l'état des droits constitutionnels en RDC. Contribution à la théorie du multipartisme rationalisé en droit constitutionnel congolais. Tel est le titre du nouvel ouvrage du professeur Laurent Oniemba porté sur les fonds baptismaux. Lors de la cérémonie de vernissage de cette œuvre scientifique de haute facture, l'auteur a développé une réflexion novatrice autour de ce qu'il qualifie de droit pénal de partis politiques. Parmi les pistes avancées figure notamment la dissolution des partis politiques qui ne parviendraient pas à obtenir au moins un siège au terme d'un cycle électoral, estimant qu'une telle mesure contribuerait à assainir l'espace politique congolais. J'ai proposé un code pénal des partis politiques. Un parti qui va aux élections et qui n'a pas réalisé un siège est dissous de droit et que les animateurs de ces partis ne peuvent ni adhérer ni en créer un autre. J'ai proposé un mécanisme de permettre aux partis politiques, au-delà de la conquête du pouvoir, mais aussi de l'éducation civique. Fondamentalement, la mission et les fonctions doivent être au cœur de l'activité de création des partis politiques. La faculté de droit de l'université de Kinshasa continue de s'affirmer comme un haut lieu de savoir et de la recherche scientifique grâce à une production intellectuelle de qualité.
C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'apparition de cette nouvelle œuvre scientifique. Un programme de rapatriement volontaire des Congolais vivant en Afrique du Sud vient d'être mis sur pied. Deux mesures ont été prises par l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud suite à la recrudescence des actes de xénophobie constatés ces derniers temps en Afrique du Sud. Joseph Oscar Mbalkaï. Les actes de xénophobie se multiplient en République sud-africaine. Dans un communiqué officiel, l'ambassade de la République démocratique du Congo en République d'Afrique du Sud informe la communauté congolaise résidant en Afrique du Sud que les programmes de rapatriement volontaire des ressortissants congolais désireux de regagner la République démocratique du Congo continuent d'être mis en œuvre avec l'appui et sous la coordination du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en Afrique du Sud, conformément aux procédures établies par cette institution. L'ambassadeur a saisi ainsi le gouvernement de la République afin de solliciter un accompagnement exceptionnel en faveur des compatriotes souhaitant retourner au pays. À cet effet, elle souhaite apporter les précisions suivantes afin de clarifier les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes dans ce processus. Dans ce cadre, le rôle de l'ambassade consiste exclusivement à procéder à l'identification et à la vérification de la nationalité des requérants, ainsi qu'à la délivrance, les cas échéants, d'un tenant lieu, des passeports ou de tout autre document consulaire nécessaire à leur retour volontaire au pays. L'ambassade précise que dans l'attente des instructions du gouvernement central et afin de faciliter les démarches des compatriotes souhaitant bénéficier du programme de rapatriement volontaire, un formulaire de demande en ligne est désormais mis à leur disposition. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur demande via les liens suivants www.drcembassypta.com/contact. Après réception de la demande, les services compétents procéderont aux vérifications nécessaires, notamment à l'établissement de la nationalité congolaise du requérant, ainsi qu'à l'examen de son statut migratoire et administratif en République d'Afrique du Sud, avant son orientation vers les procédures appropriées prévues dans le cadre du programme de rapatriement volontaire coordonné par les HCR. Ainsi, l'ambassade saisit cette occasion pour rappeler les recommandations contenues dans les précédents communiqués relatifs à la situation sécuritaire en République d'Afrique du Sud. Elle invite tous les compatriotes à faire preuve de prudence et de vigilance, à éviter toute provocation, ainsi que les zones de tension ou des manifestations, à respecter scrupuleusement les lois et règlements de la République d'Afrique du Sud et à adopter en toutes circonstances un comportement responsable, pacifique et respectueux des autorités du pays d'accueil. L'ambassade encourage également les membres de la communauté à s'informer exclusivement auprès des canaux officiels et à ne pas accorder de crédit aux rumeurs ou informations non vérifiées circulant dans les réseaux sociaux. Ces communiqués portent la signature de l'ambassade. Plus de 43 000 candidats, dont 20 567 essentiellement composés de jeunes filles, sont entendus dans 244 centres pour participer aux épreuves de TENASOSP, édition 2026 dans la province éducationnelle de Kwilu 3, basée à Idiofa. Franklin et Claire Kalumbo. Le lycée La Koulanza, basé à Idiofa, a servi de cadre ce jeudi 11 juin 2026 au lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP en sigle par Adelar Kintolo Kinkir, administrateur du territoire d'Idiofa, devant les élèves, superviseurs national et autres cadres de l'enseignement. Arthur Kouimbuluku, inspecteur principal provincial adjoint Kwilu 3, donne ici l'effectif des candidats attendus à ces épreuves de 2 jours. L'objectif de cette épreuve, de cet examen, c'est bien défini déjà dans le titre que vous avez lu là. C'est pour juste s'occuper de la sélection et orientation scolaire et professionnelle des enfants qui terminent la 8e année. Avant de commencer la première année de l'humanité, ils sont soumis à ce test qui les oriente compte tenu de leurs capacités et de leurs talents. Le centre est dans l'ensemble de la province Kwilu 3, il y en a 244 pour un effectif
des inscrits de 43 263. Dont 20 567 filles. Rappelons que la province éducationnelle Kulu 3 organise pour cette année 244 centres de passation de ces épreuves qui vont se dérouler pendant 2 jours à Idiofa et Gungu. Merci beaucoup Regan Chindano pour toutes ces informations. Dernier virage de ce journal, tolérance zéro contre la détention illégale d'armes à Kinshasa. Les autorités congolaises passent à la vitesse supérieure avec l'installation officielle de la Commission nationale de désarmement des la mission récupérer les armes à feu et autres armes détenues en violation de la loi de précision dans ce reportage de Pascal Chisso rendu par Ricardo Mambeka. La traque des armes illégales est lancée. Pour faire face à la montée de l'insécurité et à la criminalité urbaine, les autorités misent sur la relance de la Commission nationale de désarmement et de lutte contre l'insécurité, la CONADECI en sigle. Sa mission, récupérer les armes détenues illégalement, assainir l'environnement sécuritaire et empêcher leur circulation entre les mains de personnes non autorisées. L'autorité a jugé bon d'affecter un officier général pour redynamiser et restructurer cette commission. Tâche que j'ai pu m'atteler 2 années durant et j'avais commencé par implanter la CONADECI dans les provinces. Après plusieurs zones ciblées, la CONADECI prend désormais ses quartiers généraux à Mongafula, une commune stratégique aux frontières du Congo-Brazzaville et du territoire des Kassangoulou où la vigilance sécuritaire est renforcée. Alors avoir CONADECI chez nous, pour nous, c'est vraiment une joie car c'est un appui considérable. Et cela va nous permettre d'éradiquer toute cette situation malheureuse qui ne peut pas permettre à notre population de vivre dans la paix et dans la sérénité. À travers cette offensive, le gouvernement de la République affiche sa détermination à restaurer l'autorité de l'État et à reprendre le contrôle face à la prolifération des armes et à l'insécurité grandissante. Un journal nous dédions à nos consoeurs jumelles Marceline Louembe Omba Soudi et Béatrice Chako Soudi qui soufflent aujourd'hui une bougie des plus. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Mireille Ndeki. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Surtout, ne ratez pas le grand rendez-vous sportif de ce soir avec le début de la Coupe du Monde. Le match d'ouverture affrontera le Mexique et l'Afrique du Sud. À très bientôt.